Alors, bienvenue Gabriel, alias Audiophile, qui est un compositeur de musique, entre autres jeux vidéo. Tu vas pouvoir nous présenter un peu ton travail ainsi que ton parcours, n'est-ce pas? Et tout d'abord, présente-toi aux gens qui ne te connaissent pas et qui aimeraient bien savoir qui tu es et connaître ton travail. Alors avant de me présenter juste, est-ce que tu m'entends bien? Moi je t'entends assez bien, ça saccade un petit peu. Parle en continu, pour moi on va faire un petit essai. Oui, je t'entends. c'est bon? Là c'est bon. Essaye de parler assez près du micro. Et Ouais, voilà, je vais okay. juste régler un tout petit souci, mais tu peux commencer à te présenter. J'ai du bruit de fond parce que sur la pièce d'en haut, ils sont en train de manger, et donc je vais essayer de faire taire un petit peu. Donc, commence à te présenter, je reviens en 2 minutes. Ok, très bien. Moi c'est Gabriel, je suis un très très jeune compositeur, qui a commencé il y a 2 ans et demi, on va dire, il y a quelques temps. Donc j'ai 19 ans et j'ai il n'y a pas très longtemps mon premier travail sur un jeu indépendant donc, qui s'appelle 1989. Je vous entends. J'entends beaucoup de gens rire là. Heureux. Voilà, donc du coup, tu es musicien. Est-ce que tu veux juste pour moi résumer rapidement ce que tu as dit à nos auditeurs? Alors, Gabriel. Oui, vas-y, je t'écoute. Je m'appelle Gabriel, j'ai 19 ans et j'ai commencé à composer de la musique il y a plus de 2 ans maintenant. Musique électronique, je parle. Et là, j'ai fini il n'y a pas longtemps mon dernier travail de composition sur un jeu qui s'appelle 1180. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu l'ambiance de ce jeu? Dans quel contexte il existe? Et puis, qu'est-ce qui t'a amené sur ce projet? Ouais, très bien. Alors en fait, 1189, c'est un jeu qui est développé par Lab Venture Games. Donc c'est un escape game qui se passe en 1889. Donc le but en fait, c'est un jeu où vous allez être un peu à la Keep Talking Nobody Explodes. C'est-à-dire que vous avez 2 personnes enfermées dans une salle. Et il va y avoir une sorte de tueur en fait qui va vous mettre au défi avec différentes énigmes. Et votre but, c'est de trouver les indices suffisants pour que, à partir de 30 minutes, donc c'est-à-dire que vous avez 30 minutes pour résoudre les différentes énigmes, à partir de 30 minutes, vous donniez la bonne réponse pour pouvoir sortir tout simplement. Et donc j'ai été pris sur ce projet parce que en fait je suis dans une école de jeux vidéo à la base qui s'appelle l'Institut d'Internet et du Multimédia. D'accord, qui est à Paris donc, qui est ici à Paris. Qui est à Paris à la Défense. Et donc ma professeure en fait de jeux vidéo m'avait recruté pour faire la composition et le sound design de son jeu. Et donc voilà. D'accord. Et donc c'était. Donc c'est un projet sur lequel tu es arrivé un petit peu par sollicitation, quoi. Voilà. Exactement. Voilà. Donc c'est pas un projet que tu as choisi finalement, c'est un projet qu'on t'a proposé. Ça, on l'a proposé effectivement. D'accord. Du coup, est-ce que de ne pas avoir décidé sélectionner ce projet, comment tu as reçu le projet? Comment tu aurais pu refuser? Qu'est-ce qui t'a amené à accepter le projet? Qu'est-ce qui t'a séduit? Déjà parce que en fait avant je trouvais que la musique de jeux vidéo ça m'intéressait, mais je m'avoue que je m'étais pas trop intéressé au truc. Et ça fait que depuis 1 an en fait que je m'y intéresse et que j'ai regardé pas mal de trucs. Et avant je composais plus dans mon coin, et l'idée justement d'allier en fait ce que j'adorais, c'est-à-dire le jeu vidéo et la musique, ça me semblait vraiment le truc à faire. Donc quand on m'a proposé de faire ça, en plus j'étais en recherche d'un stage, donc j'ai pas hésité. Et ben voilà, ça te permet de joindre l'utile à l'agréable et en même temps d'augmenter ton expérience. On va parler un petit peu de ton parcours, du coup, on va parler un petit peu de... tu nous as dit que ça faisait 2 ans, c'est ça, que tu étais dans la musique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est pas vraiment une interview ici faite qui est très formelle, et du coup on va essayer de rentrer un petit peu dans ta manière de travailler. Et je précise qu'il y a des personnes qui, à tout moment, peuvent poser, et j'incite nos auditeurs à poser des questions à notre compositeur Gabriel via la petite boîte de messages qui est en dessous du flux. Vous pouvez poser toutes questions et je les reposerai à notre invité. Alors, je vais te poser une question concernant ta manière de travailler. Je suppose que maintenant, tu as vu que tu as une expérience assez courte dans la musique. Tu es toujours
en progression et tu es en train de fixer ta méthode de travail. Alors je voulais savoir un petit peu, malgré cette expérience assez courte, comment tu as évolué à partir du moment où tu as commencé à travailler là-dedans. Voilà, ta méthode de travail, comment tu as bâti en fait ta manière de travailler. Première chose, en fait, j'ai pas commencé la musique il y a 2 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé en fait à 7 ans avec de la guitare. C'est juste que en fait, j'ai commencé la musique électronique il y a 2 ans. C'est ça oui. J'ai oublié de préciser, je parle bien de la musique électronique, hein, puisqu'on c'est le thème de l'émission. Bah du coup, alors la manière dont je bosse, c'est-à-dire comment avec ma courte expérience, j'arrive en fait à bosser dans le cadre d'un projet, c'est ça? Oui, et comment surtout, malgré cette courte expérience, vu que c'est tout récent, en fait, ça serait sympa que tu nous expliques un petit peu à partir du point zéro de ta composition, comment tu en es arrivé à aujourd'hui un petit peu, à quelle vitesse tu as appris, comment tu as appris, comment t'expliquer, vu que c'est 2 ans et que c'est assez court, c'est assez sympa de résumer finalement ces 2 ans. Quel est le parcours que tu as suivi pendant ces 2 ans? Ok. Bien, alors, en fait, à la base, moi j'ai découvert la musique électronique parce que j'avais un gars dans ma classe qui faisait de la techno et j'aime pas du tout la techno. Et du coup, j'avais lancé le logiciel donc, qui s'appelait FL Studio, je pense que beaucoup te connaissent. Ouais. J'ai ouvert le truc. J'ai ouvert un synthé et première chose, c'est que je me suis dit que c'était la chose. Enfin, un synthé virtuel. Voilà, un faux synthé, donc un synthé virtuel. Hein. Là, on parle de plugin. Et je me suis dit que c'était la chose la plus chelou que j'avais jamais vue de ma vie. Et après, j'ai commencé à écrire des notes, 4 notes, et à jouer une note à la con. Et je me suis rendu compte que ça faisait du son. Et voilà. Et donc là, j'ai commencé à m'enfermer pendant 6 mois dans ma chambre et à bidouiller des trucs. Au début, c'était un peu au hasard, c'est-à-dire que quand tu commandes pas quelque chose, en fait, tu vas vraiment commencer à jouer un peu comme un enfant avec les choses pour tester des trucs, expérimenter, même si tu sais pas ce que tu fais vraiment. Et après, j'ai commencé, en fait, comme tout le monde, à regarder des tutoriels, etc. Et très rapidement, en fait, vers les 3 premiers mois, je faisais beaucoup ça, vraiment, genre tous les jours, je m'y mettais et tout. Et puis, j'ai rencontré un mec sur un forum, un Allemand, qui s'appelle Marc, qui lui fait de la musique électronique depuis 20-25 ans. Et en plus, l'Allemagne est quand même un pays qui fait autorité en matière de musique électronique. En plus. Et du coup, en fait, ce mec, ça a été une aubaine pour moi, parce que du coup, il m'a aidé, que ça soit en termes de connaissances, il est toujours disponible pour m'apprendre des trucs, et il m'a surtout donné plein d'infos sur les synthés, leurs émulations, le monde du plugin, mais aussi les différents synthés hardware, leurs déclinaisons en plugin, parce qu'en ce moment, il y a vraiment le truc énorme, c'est des émulations de synthés hardware en plugin, donc c'est pas mal ce que j'utilise moi. Et voilà, donc j'ai commencé en fait à vraiment... ça a commencé à partir vraiment en flèche à partir de là, et j'ai commencé à vraiment... arrêter de jouer en fait et vraiment essayer de progresser autour du truc. Donc ça a été, j'ai eu beaucoup de chance, on va dire. Voilà. D'accord, de la chance et puis en même temps de notre côté aussi de la curiosité, j'ai envie de dire. Exactement, c'est la curiosité. C'est un truc qui me caractérise pas mal, c'est que dès qu'il y a quelque chose que je connais pas, quelque chose de nouveau, même si je le comprends pas, je vais aller vers le truc, essayer de comprendre ce que c'est. Donc c'est peut-être ce qui a fait que voilà. Oui, je comprends tout à fait. En plus, je pense que pour un musicien, s'il n'est pas curieux, il ne va pas très loin. Ouais, on est d'accord. Ouais. Voilà. Alors, quelque chose qui nous différencie pas mal, du coup, pour le coup, c'est la méthode de travail, les outils de travail, puisque toi, tu utilises, donc, comme tu viens de nous le dire, beaucoup d'émulation de synthé de hardware sous forme logicielle, tandis que moi, je fais tout l'inverse et je travaille avec aucun synthé logiciel. Je ne vais pas ici ouvrir le débat qui est le mieux, qui est le pire. C'est surtout une histoire de méthode de travail et de savoir qui est à l'aise avec quoi. Alors la question est, quelles sont cette méthode de travail donc, pourquoi es-tu d'abord allé vers les synthés logiciels et non vers les synthés hardware directement? La raison, elle est très simple, c'est le prix. D'accord, donc c'est une raison financière au départ. Alors, première chose déjà, faut savoir qu'un plugin, en tout cas, je trouve que la façon dont tu l'approches, c'est une approche qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus friendly qu'un synthé hardware, parce qu'un synthé hardware, en fait, au niveau du setup et surtout au niveau de la place, c'est quelque chose qui en fait demande beaucoup de conditions. C'est-à-dire qu'il faut avoir la place, l'argent pour comment dire,
les capacités financières pour le prendre, et aussi parce que, en fait, je trouve que la façon dont simule un DAW, en fait, la façon dont un DAW va simuler un environnement de travail, je la trouve, enfin, je trouve ça beaucoup plus agréable d'utiliser des instruments logiciels, en fait. Je trouve ça beaucoup plus malléable, on va dire. D'accord, d'accord. C'est assez marrant parce que les arguments que toi tu avances pour parler du synthé logiciel, j'ai exactement les mêmes pour parler du synthé hardware. Ouais, voilà. Je parle au point de vue de l'utilisation. Donc ça veut dire que c'est quand même purement une histoire de méthode de travail. On est à l'aise avec sur quoi on est habitué à travailler au final. Et dans ce milieu qui est quand même un milieu où l'efficacité est la chose la plus importante qu'on soit, puisque le temps est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir quand on est musicien, il faut travailler sur quelque chose où on va vite, en fait. Alors après, j'ai peut-être un truc à dire là-dessus, c'est que faut savoir qu'il y a 10 ans, les émulations de synthé, c'était quelque chose qui était qui était beaucoup moins poussé qu'avant, que ce soit en termes logiciels ou quoi. Oui. Et peut-être le fait que toi tu aies commencé bien avant moi, ça explique que tu étais directement plongé dans le monde du hardware et que du coup ça soit difficile de revenir vers le monde du plugin. Parce que c'est vrai que si j'avais les moyens de me prendre du hardware et que j'avais commencé il y a 10 ans, je pense que je ne serais pas allé sur du plugin forcément. Parce que c'est vrai que l'évolution, en tout cas depuis 10 ans, qu'il y a notamment avec la démocratisation que tu as avec les home studios et ce genre de choses qui est de plus en plus forte, bah, ça fait que le plugin en fait a énormément évolué. Et il y a 10 ans, c'était pas encore ça, quoi. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans maintenant. Et c'était même plus catastrophique que ça. C'est-à-dire que non seulement c'était très confidentiel, mais en plus, il fallait des machines de malades hors de prix pour les faire tourner efficacement. Bah oui. Et ensuite, même quand ça tournait très bien, c'était pas fiable. C'est-à-dire que ça plantait quand même. Et moi qui viens de la scène avant de faire du studio, il était hors de question que j'aille en concert avec des machines qui n'étaient pas fiables à 100%. Donc, bien sûr. Les mecs que je connaissais qui travaillaient du software en 2003, 2004, 2005 sur scène, ils avaient des machines dédiées et ils les avaient en triple exemplaire. Et c'était les mecs qui faisaient des grosses tournées et qui ne pouvaient pas faire autrement que d'utiliser par exemple un logiciel qui n'existe plus maintenant, je crois, et qui s'appelait Sample Tank. C'était des trucs, je crois que c'est DigiDesign qui faisait ça. C'était un gros sampler logiciel, Sample Cell aussi qui existe. Voilà, Sample Cell, ça s'appelait. Ça nécessitait même des cartes spécifiques dans l'ordinateur. Tu ne pouvais pas. Donc il y avait des mecs, ils avaient des Mac en rack et ils en avaient 3 en général sur scène. Et c'était pour des trucs très spécifiques. Et je pense que la bascule, elle s'est faite assez récemment. En termes de fiabilité, je pense que c'est il y a 2, 3, 4 ans. Vers 2015, 2014, 2015. Avant ça, c'était très performant, mais c'était pas encore fiable. Et moi, je bascule pas au soft pour des raisons de méthode de travail, parce que ça me mettrait plus de contraintes de tout passer en tout soft, alors qu'au niveau du rendu sonore dans ma musique, j'arrive à tout faire en hardware. Voilà. Je pense qu'il y a un truc qui a été pas mal vénère, en tout cas dans la façon dont ça a progressé en termes de public, c'est que le consommateur, on va dire moyen, le grand public. A commencé à être pas, voilà, le grand public a commencé à être pas mal attiré par le truc à partir du moment où comment on appelle ça déjà, la dance music ou l'électro en fait a vraiment commencé à attirer pas mal de gens. Voilà, notamment avec des logiciels comme FL Studio par exemple, parce que c'est vrai que quand tu regardes on va dire une interface en DAW genre Pro Tools, la première fois qu'on t'a jamais Alors vu il faudrait peut-être préciser DAW parce qu'on a quand même des noms musiciens. Digital Audio Workstation qui veut dire station audio numérique. Exactement, STAN. Station de travail audio numérique. Exactement. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, en gros c'est basiquement c'est, on va dire, l'émulation d'un lieu de travail, c'est-à-dire que vous allez avoir une console de mixage et différentes options en fait, genre par exemple une playlist pour, on va dire, organiser vos instruments et pouvoir les contrôler via des signaux MIDI qui sont en fait des partitions. Donc on va dire à tel moment, on va dire à tel instrument virtuel de jouer telle partition, ou tel instrument virtuel ou telle machine reliée à votre ordinateur. Enfin, voilà, c'est assez. Et j'ajouterais juste que pour l'historique d'une Digital Audio Workstation, en fait, ce n'est que l'assemblage de deux choses, un séquenceur MIDI et un enregistreur audio multipiste. Ouais. En fait, et ensuite partant de là, il y a tout un tas de fonctionnalités supplémentaires, mais en fait, c'est un jumelage de ces deux cœurs, en fait, qui jusqu'au début des années 2000 étaient souvent deux machines séparées.
en fait. Ouais, c'est vrai qu'à Ou la deux base, ordinateurs séparés. à la base, c'était vraiment pour presque enregistrer en fait, plus que vraiment enregistrer et arranger, plus que vraiment créer en fait. Bah, C'était. créer, après, on crée toujours quand on enregistre. Mais voilà, oui, en Oui, fait, oui. c'est assez récent de tout faire dans cette boîte, dans la boîte. Voilà, exactement, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on appelle le in the box d'ailleurs, je crois. C'est pour ça que je dis ça, oui. C'est le terme Ouais, voilà. que je mettais en dessous. Il y a une question d'un auditeur qui arrive sur l'ordinateur. Ah, mais... Alors, juste un petit truc, j'ai un Windows qui me demande une mise à jour. Non, je dis bien non, c'est pas possible. Alors juste, j'ai une question qui me vient d'un auditeur qui est sur le site de Geekferries, qui me demande de te demander, est-ce que le fait que les outils de création musicale deviennent de plus en plus accessibles, lui il précise Ableton Live, Logic, etc., ça a l'air d'être un musicien, ne tendrait pas à... Ah non, je reformule, c'est bizarre. Ouais, ne tendrait pas, parce que c'est un peu, il y va un peu fort, il dit, ne tendrait pas à provoquer à multiplier des questions de merde, des productions de merde, mais c'est assez fort en fait en sens. En gros, sa question résume en fait avec avec ces outils qui deviennent de plus en plus accessibles, est-ce qu'on n'a pas la propension à vu que c'est facile, est-ce qu'on n'a pas tendance à être inondé de productions de mauvaise qualité? Lui dit de la merde, mais moi je reformule un peu plus poliment. C'est un truc, Est-ce que plus on augmente la masse de production, est-ce qu'on n'augmente pas mécaniquement la masse de mauvaise production? Bah, c'est logique en soi. Plus tu vas donner l'accès en fait à un plus grand nombre de personnes, plus dans ce pourcentage de personnes, tu vas avoir des gens qui sont pas impliqués, alors qui font ça par-dessus la jambe ou qui commencent ou voilà. Par exemple, le net exemple que j'aurais pour montrer ça, ça serait SoundCloud par exemple. Oui. Il y a beaucoup de gens qui connaissent SoundCloud, donc pour ceux qui le savent, qui savent pas ce que c'est encore, si tu veux expliquer. Oui, c'est une plateforme, mais c'est une plateforme de partage de musique en fait. Mais si tu veux expliquer toi, je te laisse faire. Hein, en fait, c'est une plateforme. En gros, c'est une plateforme de streaming de musique, un peu comme Spotify ou Napster ou Deezer pour ceux qui connaissent. À ceci près que dans SoundCloud, ce que n'importe qui peut faire, c'est se créer un compte et à aucun coût poster en fait sa musique et commencer à se créer on va dire une audience. C'est une sorte de finalement. Voilà. SoundCloud est à la musique, ce qu'Instagram est à la photo, par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, le truc, c'est que à partir de la création de ce truc, tu as vraiment la production musicale qui a commencé à vraiment faire parler d'elle de plus en plus, puisque tout le monde en fait pouvait y avoir accès. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui peut avoir accès à des versions de Stan, donc gratuites, ou alors les craquer, parce qu'évidemment Internet. Et à avoir accès à des logiciels gratuits ou craqués, voilà, et donc se mettre en fait à la musique avec un coût, mais avec aucun coût, c'est-à-dire avec ses écouteurs et avec son laptop, il peut faire des choses. Et du coup, ça fait que tu as de plus en plus de gens qui commencent à se dire que effectivement la musique c'est quelque chose un peu facile que tout le monde peut faire et tout. Et c'est vrai que je comprends ce qu'il veut dire parce que en fait en soi je trouve que c'est toujours pareil, c'est une bonne chose. Et c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que du coup, ça laisse la porte ouverte à plein de choses, notamment au fait que le business de l'audio, en tout cas dans tout ce qui est relatif au mixage in the box, grandisse et donc qu'il y ait de plus en plus d'actionnaires, etc. Au sens financier du terme actionnaire ou qu'est-ce que tu entends par actionnaire en fait? Je sais pas comment dire. Non, mais en fait, il y a de plus en plus de gens qui financièrement sont intéressés pour permettre à des entreprises comme par exemple Native Instruments ou plein de trucs comme ça que j'ai en tête qui permettent en gros de leur faire prendre de l'ampleur et donc du coup de faire prendre de l'ampleur en fait à ce truc du mixage in the box. En gros, plus il y aura de gens qui vont être intéressés là-dedans, plus ça va être bon pour ceux qui sont déjà musiciens parce que du coup ça va leur faire de plus en plus d'opportunités pour utiliser ce truc-là. C'est un peu fouillis ce que je dis, je sais pas si c'est bien clair. Alors je vais essayer de peut-être un petit peu remettre en forme ce que tu dis là. Si je comprends bien, comme ça on va voir un petit peu, c'est en fait plus il y a de gens qui sont intéressés par une technologie ou un outil à disposition, plus ça motive le concepteur de cet outil à l'améliorer et c'est bénéfique pour tout le monde et précisément bénéfique pour
pour les utilisateurs de la première heure ou ceux qui l'utilisent de manière plus professionnelle. Exactement. Et alors par contre, forcément le problème à ça, c'est que du coup c'est la masse, et il y a énormément de gens, du coup des artistes indépendants qui sont noyés dans la masse de productions justement qui sont pas forcément bonnes, et que ça soit pour la personne qui va essayer de vendre sa musique ou alors pour la personne juste qui va rechercher de la musique à écouter, c'est vrai que c'est assez un problème parce que tu as très peu de courage justement sur ce genre. Notamment l'alternative à ça, c'est Bandcamp, parce que Bandcamp c'est je te laisse expliquer du coup ce que c'est ou... Je pense, moi je l'utilise très peu comme Bandcamp, donc je ne saurais pas l'expliquer en grande, je devrais dire les grandes lignes, mais si tu as plus de détails que moi, Ouais. En gros, Bandcamp c'est un peu comme SoundCloud, c'est-à-dire que chacun peut poster ce qu'il veut, mais à ceci près que c'est orienté beaucoup plus professionnellement, c'est-à-dire que sur Bandcamp, souvent ce qu'on va poster c'est des EP, donc c'est des albums, ou alors vraiment des albums, c'est vraiment pour vendre ces titres, alors que sur SoundCloud c'est plus pour poster des titres à l'unité, sans vraiment forcément de lien ou quoi que ce soit. Et Bandcamp en fait, ils ont je crois une stratégie qui est que quand tu postes ton son, tu vas avoir 50% de tes revenus qui vont être redistribués à la plateforme, et 40% du merchandising qui va leur être reversé aussi. Et du coup, c'est un truc qui est beaucoup plus professionnel déjà, parce que la façon dont le site est fait et dont ils mettent en avant les artistes, c'est déjà fait de la manière, à la manière dont Spotify peut procéder parfois, c'est-à-dire ce truc de mettre en avant des artistes qui sont intéressants, mais qui sont pas. Alors, je pense que la communication a coupé. Vas-y, reparle pour voir. Je t'entends plus du tout. Ça a l'air de revenir. Vas-y, parle. Ça a l'air de revenir ? Ouais, c'est bon. Ah, allô ? Oui. Ok, ça marche. Alors, je m'en étais arrêté où, du coup ? Tu t'en étais arrêté juste en parlant du fait que Bandcamp, à cause de son modèle économique, c'était non seulement plus professionnel, et moi je voulais rajouter également que ça triait un petit peu aussi les gens qui sont prêts à abandonner une grande partie de leurs bénéfices sur la musique. Ce sont des gens aussi qui font confiance dans une plateforme et qui ont conscience du coût que ça a. Exactement. Voilà. Et c'est aussi gage d'une qualité peut-être meilleure en termes de service. Bien sûr. Parce que là, en fait, ça a une approche beaucoup plus pro, et ça a une approche. Enfin, il y a, comment dire, je sais pas comment expliquer, c'est un mur beaucoup plus important à franchir en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment Bandcamp, pour moi, quand tu postes un son là-dessus, c'est vraiment que tu as envie de te professionnaliser ou que tu veux t'orienter de cette façon-là. Donc, moi, j'ai mis sur Bandcamp, j'ai mis les albums de jeux dont la distribution devait être assurée par Bandcamp, puisque ça faisait partie du packaging du jeu. On va passer sur une autre question qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais guitariste depuis ton enfance. Et est-ce que donc, ta pratique de la guitare est-elle séparée ou incluse dans ta pratique de la musique électronique ? Est-ce que c'est deux activités musicales pour toi qui sont séparées, qui sont vraiment séparées, ou est-ce que c'est vraiment la musique d'un côté, donc guitariste donc acoustique ou électroacoustique, et ensuite la musique électronique un monde à part, ou alors est-ce que des fois tu enregistres ta guitare dans tes productions électroniques ? C'est intéressant comme question, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, quand je leur parle, qui ont tendance à séparer vraiment les choses. C'est-à-dire que la musique électro et la guitare, etc., ce seraient deux choses qui seraient vraiment très éloignées en fait. L'instrument traditionnel et la façon dont tu peux produire justement via des trucs comme des dos, etc. Et en fait, la guitare, moi j'ai commencé donc à 8 ans, mais j'en ai fait 5 ans. C'est-à-dire que j'ai pas continué jusqu'à maintenant. Du coup, forcément, vu que j'ai arrêté en fait de pratiquer vraiment en cours, j'ai perdu, mais je pratique quand même tout seul, et c'est vrai que j'ai tendance à des fois à essayer de l'inclure dans ce que je fais, mais c'est assez rare. Mais c'est vrai que j'essaye de plus en plus de le faire, parce que c'est intéressant. D'accord. Une question qui vient sur Twitter, non, elle vient sur notre boîte à questions encore. Une question, composes-tu en jouant directement de l'instrument, entre parenthèses clavier, maître ou autre, ou alors composes-tu à l'aide de la souris? Et quel regard as-tu sur cette pratique de composer tout avec une souris? Voilà, c'est la question qui est posée. Les deux. En fait, c'est vraiment moi la raison pour laquelle j'utilise vraiment le clavier. Ça va être quand je veux donner une atmosphère, enfin quelque chose de beaucoup plus humain en fait à la partition. C'est-à-dire que quand par exemple je vais faire du piano ou ce genre de truc et que j'ai besoin d'avoir une réponse en fait à la vélocité,
direct. La force donc de C'est-à-dire, jeu. voilà, donc la force de jeu. Juste, Et bah, je fais là... une petite démonstration pour que les gens voient. La vélocité, c'est juste parce que le clavier capte différemment. Si je joue pas fort. Voilà. Ça donne une Voilà, idée. donc c'est ça. Donc la vélocité, voilà, c'est un truc. En fait, la vélocité, c'est le fait donc que si la note attaque, on va dire, pour résumer bêtement, si la note attaque très fort ou très doucement, et c'est un truc que vous pouvez définir à la souris, mais à la souris c'est très facile sur le clavier, c'est direct. Et, je dirais que c'est vraiment les deux. Moi, j'essaie des arrangements complexes, on va dire. Non, c'est vraiment parce que justement pour le travail que j'ai fait là pour ce jeu vidéo. Alors on t'entend moins bien d'un coup. Regarde. Parce que la co ne change pas chez moi. Mais on dirait que c'est une histoire de faux contact dans le micro. Non, je sais pas. Est-ce que d'un coup en fait on entend ta voix comme si elle était annulée, si tu veux, genre comme s'il y avait une annulation d'écho qui se mettait en marche. T'as pas un algorithme? Très bizarre. Moi j'ai désactivé l'annulation d'écho sur mon Skype. Tu veux qu'on switch sur Discord peut-être? Non. Regarde juste dans les paramètres de Skype si tu as pas la réduction d'écho qui est activée. Par hasard. Alors microphone. Il y a... Régler automatiquement le volume de mon. Non, c'est ça? Ouais, réduire automatiquement le volume de mon micro, ça va être ça. Ok, et ben là ça va être beaucoup mieux, non? Vas-y, parle. Allô? Ouais, c'est mieux. Ok, je pense que ça doit être ça, ouais, effectivement. Voilà. Il y a des chances que ce soit ça. Alors, ouais. Du coup, on en était à, tu expliquais qu'à la souris, c'était plus compliqué et plus fastidieux et plus long de régler chaque vélocité pour un résultat qui n'était absolument pas naturel. Exactement. Mais par contre, c'est quelque chose qui est beaucoup... Enfin, moi j'ai beaucoup utilisé justement quand vous voulez faire des accords compliqués avec genre, je sais pas, 8 notes à chaque fois. Pour l'orchestral, en fait, c'est un truc qui est vachement cool parce que ça offre beaucoup plus de contrôle et c'est beaucoup plus simple mélodiquement en fait de composer au clavier et à la souris que de composer avec un piano. En fait, pour moi en tout cas, pour ce style de musique là. Voilà. Alors moi je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que je peux? Il y a toujours une séquence avocat du diable dans chacune de mes interviews. Et là, il est arrivé le moment à 13h47, l'avocat du diable, la séquence avocat du diable. Je m'explique. Est-ce que justement le fait de tout faire à la souris, tu parles de précision, tu parles de voilà, est-ce que ça ne rendrait pas le jeu trop robotique? Et est-ce que les efforts qu'on développe je parle pour de l'orchestral par exemple, dérobotiser un jeu qu'on a écrit à la souris ne fait pas perdre plus de temps que de directement jouer ça au clavier. Comme par exemple, une technique que j'utilise, c'est de jouer moins vite quand c'est quelque chose de très compliqué. Enfin, trouver d'autres techniques qui permettent de préserver quand même l'inexactitude du jeu humain. Alors, ça dépend. C'est intéressant ce que tu dis comme question. En fait, en général, les séquences avocats du diable sont toujours qualifiées de questions intéressantes. Voilà, c'est les questions un peu tendues, quoi. Tu sens que voilà. Mais en fait, je pense que en soi, pour des instruments autres que le piano, c'est-à-dire le violon et des instruments en fait qui ont un mode de jeu qui est très différent du piano de base. D'un jeu clavier. Je trouve que voilà, d'un jeu clavier, s'entend. Je pense que c'est parfaitement, enfin en tout cas pour moi, c'est parfaitement legit, on va dire, d'utiliser justement le clavier à la souris, parce que en fait, vu que de toute façon le piano ne retranscrit pas vraiment la façon de jouer de cet instrument-là, t'as beaucoup plus de facilité à la simuler justement avec un clavier, avec une partition MIDI et les paramètres, des différents paramètres que tu veux faire sur un Do, que justement si tu jouais directement avec ton clavier, quoi. Voilà. Donc ça dépend de l'instrument que tu émules en fait. Simplement. D'accord. Ça dépend de l'instrument que tu émules. Voilà. Ok, d'accord. C'est très intéressant comme réponse du coup parce que c'est vrai que c'est à 10 000 lieues de ma manière de travailler, mais je comprends comment ça peut être utilisé par d'autres personnes que moi et donc ça peut intéresser également les gens qui nous écoutent. Alors juste, je regarde s'il y a d'autres questions sur notre flux. Attends une seconde, je recharge la page pour le coup pour voir si on a des questions dans la base de données. Pas pour le moment. Alors du coup, je vais en poser une moi. Est-ce que la musique que tu composes
il arrive que tu utilises des personnes humaines pour l'interpréter en lieu et place de machines, quoi, en fait. Vous voulez dire prendre d'autres personnes, les enregistrer et après prendre leur partie pour les mettre dans ce que je fais, c'est ça? Ou l'enregistrer moi-même? Ou l'un ou l'autre, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, tu utilises... à un moment donné, il faut un solo de violon. Et est-ce que tu as déjà eu dans ta carrière courte, mais riche, la possibilité de faire appel à des instrumentistes humains pour dire, cette partie de violon solo, ce sera une personne qui la jouera pour des raisons X ou Y, parce que tu as l'opportunité, parce que tu trouves que c'est artistiquement plus pertinent, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire appel à des vrais musiciens, y compris toi pour la guitare, si besoin? Alors la guitare, du coup, moi, ça m'est arrivé de le faire moi-même. Par contre, faire appel à d'autres musiciens, non, et pour une simple raison. Premièrement parce que je connais pas de gens je pense suffisamment bons pour faire ça, et aussi parce que il faut savoir que quand vous allez enregistrer, faire des prises de son d'instruments comme ça, il faut avoir en général des conditions qui sont propices à cet enregistrement là pour avoir une bonne qualité, c'est à dire qu'il faut avoir un bon micro, il faut avoir une bonne acoustique, et c'est des choses qui ne rendent pas forcément les deux compte dans l'endroit où j'habite, donc du coup c'est vrai que malheureusement, dans ces cas-là, quand on n'a pas justement la possibilité d'enregistrer dans des salles spécifiques, etc., bah, c'est plus logique pour pas mal de gens d'utiliser des samples. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais que malheureusement, je ne peux pas faire. Voilà. D'accord. C'est très intéressant parce que j'ai posé la même question à notre invité précédent et lui avait une toute autre réponse. Ce qui en fait montre la diversité d'approche des différents musiciens. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est ça qui fait la richesse des musiciens. Donc les parties de gras, tu les enregistres toi-même, et puis je te souhaite à l'avenir avoir les opportunités nécessaires pour pouvoir faire interpréter ta musique par des êtres humains, parce que c'est très important. En parlant d'humains, c'est une transition toute trouvée pour parler justement des rapports humains que l'on a quand on travaille professionnellement dans la musique. D'abord, premièrement, est-ce que c'est ton souhait de devenir un professionnel de la musique, ou alors est-ce que c'est une activité que tu considères comme une activité annexe de ton activité pour laquelle tu es en train de te former? Il me semble que tu es dans le graphisme, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, pas vraiment. En fait, je suis dans la formation de jeux vidéo que je fais. C'est une formation qui est assez générale, c'est-à-dire qu'on touche à plusieurs trucs. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment faire professionnellement, c'est d'une part, justement, avancer dans l'audio, mais dans le cadre du jeu vidéo. Et ça serait aussi, ce que j'aimerais bien aussi, ça serait développer mes propres jeux, en fait. Et du coup, faire la musique pour cela, avec des gens. Enfin, ça serait un peu... une sorte de one-man, quoi, voilà. Ouais, un peu. Mais en fait, dans le jeu vidéo, c'est malheureusement pas possible d'être tout seul. Enfin, ou alors c'est très difficile, c'est pour des petits projets. Donc ça serait plutôt 3-4 personnes. Oui. Donc, voilà. Ça se fait bien. Les équipes qui marchent le mieux d'ailleurs, c'est les équipes de 5-6 personnes en général. Enfin, de mon expérience passée, là où ça a marché le mieux, c'est quand les gens n'étaient pas trop débordés, mais pas trop nombreux pour qu'il y ait des conflits. Alors, en parlant de conflits et de nombreux, en tout cas, quelle importance ont les rapports humains que tu peux entretenir avec les membres d'une équipe avec laquelle tu travailles? Par exemple, actuellement, tu m'as parlé de ce jeu vidéo, donc de Escape Game. Est-ce que comment déjà s'est fait les premières prises de contact avec l'équipe, et est-ce que le facteur humain pour toi est important au sein de l'équipe, et en quoi il influence ta manière de travailler? Ouais, c'est très important. C'est pour le coup, surtout dans une équipe de jeux vidéo. Même si moi je fais quelque chose qui est assez... Tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé? Non, pas du tout, je t'écoute. Non. Tout simplement. Ok. Même si moi par exemple justement j'étais assez détaché parce que justement je faisais la musique et personne d'autre ne faisait ça, donc c'est à dire que j'étais un peu tout seul dans mon coin à bosser chez moi, même si j'ai été pas mal en contact avec les étudiants qui bossaient sur le projet quand même, mais c'est vrai que c'est vachement important, d'autant plus que quand tu es dans une équipe de jeux vidéo, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de personnes qui sont vraiment passionnées et motivées, du coup qui passent du temps, qui sont impliquées émotionnellement, personnellement dans le projet. Et quand tu vas fournir, en fait, ton degré d'implication et la façon dont tu vas voir le projet et comment tu vas bosser, ça va vraiment impacter. Je sais pas si ça va vraiment impacter le projet en tant que tel. Hormis le travail que tu vas faire, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, c'est extrêmement personnel cette manière de voir les choses d'ailleurs.
C'est pas, est-ce que- c'est est-ce- pas le fait, ouais, c'est voilà. pas unique. Vas-y, donc du coup, non, c'est Est-ce juste que- une petite précision. Ce que je voulais dire, c'était est-ce que par exemple, juste le fait de mal bosser, ça va du coup décourager des gens et du coup ils vont mal bosser. Enfin, ça peut avoir plein d'incidences, la façon dont tu réagis, la façon dont tu travailles et la façon dont tu vas envisager ton rapport à l'autre en fait. Et moi, c'est vrai que c'est con, mais en vraiment 6 mois, au départ, j'ai eu un peu de mal à m'intégrer. Et après, la façon dont j'ai parlé justement on va dire au chef du groupe. Au chef de projet, donc la personne qui dirige le jeu. Chef de projet, voilà exactement. Ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de trucs et mine de rien en 6 mois j'ai énormément progressé justement dans le rapport dans le cadre de bosser dans une équipe. Donc c'est très cool. Et je pense que vraiment le jeu vidéo, pour ceux que ça intéresse, ça peut être dans n'importe quel corps de métier, hein, le graphisme, le code ou quoi que ce soit, mais bosser dans une équipe de jeux vidéo, ça va vous forcer à en fait aller vers l'autre et à travailler vos rapports aux autres. Et pour le coup c'est quelque chose qui est pour moi très bénéfique. C'est extrêmement formateur, en effet. Il nous reste encore 5 petites minutes Ouais. Pour quelques questions. Je regarde si on a des questions sur le flux. Non. Juste un petit truc, puisque toi, tu débutes dans la composition. Tu verras avec l'expérience que le rapport, en fait, il faut absolument arriver à avoir une image mentale des caractères des gens au tout début du projet, parce que, en fait, ça conditionne... les rapports humains en fait sont des rapports qui conditionnent la manière dont on travaille, je pense. Et même si des fois le projet est sympa, le sujet du projet est sympa, si l'équipe ou le chef de projet ça ne colle pas humainement, ça peut se révéler être plus difficile que de travailler sur un projet que l'on n'aime pas, mais avec des gens cool. C'est ça que je veux dire. Effectivement. Cool dans le sens j'ai un exemple. où ça marche. J'ai un exemple récent à ça justement, mais voilà, effectivement, Est-ce que c'est je suis une d'accord avec toi anecdote pour que le coup. tu peux partager ou sans mentionner les gens, mais la manière dont tu as ressenti les choses? Bah en fait, j'étais à côté du projet que j'avais fini justement, j'avais un autre truc, un projet un peu, on va dire je sais pas si c'est vraiment Oui, en je prends de gestation ou quoi, l'argent, mais c'est bref. la monnaie de ma bouffe. C'est la monnaie de sa pièce. C'était juste qu'en gros, c'est un projet qui s'est pas trop passé parce qu'en fait, on était à deux justement sur le son et bon, justement, c'était un projet qui m'intéressait, mais par contre, la personne avec qui je devais bosser faisait que ça se passait pas très bien et du coup, bon, c'était pas ouf. Mais Ça n'a pas collé. ça n'a pas trop collé, on va dire. D'accord. Et c'est très, il faut, pour assainir, je pense, les rapports, le plus important, c'est comment t'expliquer ça? Pour assainir les rapports, le plus important, c'est aussi d'avoir un bon planning. Si l'équipe est bien organisée, c'est plus simple aussi. Parce que qui dit une bonne organisation dit un travail plus serein, plus sain et donc plus tranquille. Parce que quand on est stressé et qu'on ne se sent pas bien, on est désagréable. Et quand on est désagréable, on ne travaille pas bien. Effectivement, je pense. Et voilà. On arrive donc au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais dire ou rajouter avant, peut-être un petit mot pour la fin, avant que je rappelle tes références pour qu'on aille écouter ta musique? Bah, alors, un truc que j'aurais à dire, donc là c'est le moment où je fais un monologue durant les 5 minutes de fin, c'est ça? Non, il reste moins de 5 minutes, il reste 45 secondes. Bon, il faut que je me speed alors. Non, on peut dépasser, on n'est pas sur. Faites de la musique de jeux vidéo, c'est cool. Voilà. Non, juste faites de la musique parce que la musique c'est bien. Ouais. Et surtout, si vous le faites, allez-y sérieusement, allez-y à fond et surtout un truc que les gens oublient de faire souvent, mais croyez en vous tout en étant critique avec vous-même. Voilà. D'accord. Oui, voilà, il faut avoir un double regard et il n'y a que l'expérience qui permet d'avoir ce recul nécessaire. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gabriel, pour cet entretien. Je rappelle juste que vous pourrez retrouver la musique de Gabriel alias Audiophile. Si vous cherchez Audiophile sur SoundCloud, on te trouve. Ouais, effectivement. Voilà, sur Twitter également. Et bon courage pour ce projet qui a l'air très sympa. Les Escape Games, c'est très sympa. Et donne-nous des nouvelles que je publierai sur mon Twitter, sur mon compte Twitter que vous pouvez suivre également, @komasami et @audiophile pour toi. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, je précise juste que la soundtrack justement du jeu est sortie complètement sur mon SoundCloud. Donc si vous voulez l'écouter, vous pouvez y aller. Donc Audiophile sur SoundCloud également. Le jeu, on peut rappeler le nom, 1989. 1889, ouais. Et c'est un jeu qui va
un jeu qui va peut-être sortir dans quelques mois sur Steam. Voilà. D'accord. Eh bien, on reste aux aguets et on essaye de savoir un petit peu ce qu'il arrive avec ce projet. Et n'hésitez pas, si vous écoutez, à donner des commentaires et pour nous faire progresser, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Il ne faut pas que ce soit des commentaires méchants, il faut que ce soit des commentaires constructifs. Ce sera le mot de la fin. Je te souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup d'être avec nous. Et je fais un petit point sur la suite du programme avant qu'on fasse une pause d'un quart d'heure, une demi-heure, pardon. À 14h30, nous aurons, et pas 14h, on a un petit décalage, nous aurons Tristan Malo qui nous parlera de son projet Mister L. Et puis ensuite, à partir de 15h, 15h15, 15h30, on parlera du MIDI dans le jeu vidéo et en quoi cette norme a amené à avoir des orchestrations complexes à l'intérieur du jeu vidéo. Bon après-midi à tous et merci beaucoup. À tout à l'heure.